internationales et enjeux européens. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans un premier temps, je vais laisser la parole à notre présidente Jeanne-Françoise Hutin pour qu'elle nous dise à tous un mot. Je pense qu'on est tous là, oui, Daniel, Yves, Bernard, et donc on peut avancer. Je pense que les personnes ensuite prendront le train. Voilà, Jeanne-Françoise, je vous laisse la parole. Votre micro, Jeanne-Françoise. Voilà, c'est bon? Vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Oui. Bon, très chers amis et auditeurs qui venaient, je crois, de partout. Je suis vraiment heureuse que vous soyez connectés pendant quelques 90 minutes pour réfléchir avec nous à ce phénomène qui existe depuis le début du monde, depuis qu'il y a des hommes sur la Terre, pour réfléchir donc à ce phénomène d'immigration, mais aussi et surtout aux hommes et aux femmes qui migrent de par le monde aujourd'hui. Je vous en suis très reconnaissante car vous savez comme moi, et Yves Pasco, Bernard Devers et Daniel Delaveau, qui nous le diront tout à l'heure, vous savez comme moi combien ce phénomène ancien, qui a concouru à la naissance de nos civilisations, combien ce phénomène aujourd'hui porte tout autre chose, et combien ce phénomène interpelle les valeurs que nous avons placées aux racines de notre Union européenne. Oui, des hommes, des femmes, des enfants venant de plusieurs régions du monde ne trouvant plus les conditions de vie décentes qui leur permettent de vivre, ces personnes arrivent chez nous. Et nous sommes réticents, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous les regardons comme des envahisseurs, alors qu'ils sont nos frères. Notre Maison de l'Europe, dont l'objet est d'essayer de réfléchir à ce que notre Union européenne peut apporter au monde comme message de paix aujourd'hui, en choisissant de vous proposer d'écouter et d'interroger ce soir plusieurs acteurs qui sont engagés sur cette question et qui connaissent bien le sujet, et avec eux d'esquisser quelques pistes d'action qui redonneront de la crédibilité à notre projet européen, je crois que c'est un moment très important. Alors merci à vous tous d'avoir branché vos micros pour, pendant 90 minutes, réfléchir ensemble à cette grande question des migrations internationales et des enjeux pour notre Europe. Merci Jeanne-Françoise. On va donner la parole à nos invités que vous avez déjà cités, donc Yves Pasco, Daniel Delaveau et Bernard Devers. Je vais, si vous m'autorisez, je vais faire qu'une présentation, mais qui est extrêmement rapide, et étant rapide, elle est totalement incomplète. Daniel Delaveau, on sait que vous avez toujours été, depuis votre plus jeune âge, très actif dans le domaine social et associatif. Bon, on sait aussi que vous êtes l'ancien maire de Rennes, président de Rennes Métropole, et aujourd'hui, vous êtes président de la solidarité. Pour rappel, la FAS a eu comme président national Louis Gallois, que beaucoup de monde connaissent, puis depuis ce mois de septembre 2020, Pascal Brice, qui se trouve être l'ancien patron de l'OFPRA. C'est l'OFPRA, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Donc on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Et la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, représente aujourd'hui environ 850 associations de lutte contre l'exclusion. Dedans, bien évidemment, il y a les migrations et les réfugiés. Je rappelle que dans le domaine des migrations, qui n'est qu'un des sujets que traite la Fédération des actions sociales, sur le projet de loi immigration et asile 2019, la FAS disait « C'est dans ces valeurs de solidarité, de respect des droits fondamentaux et notamment du droit d'asile, d'accueil inconditionnel, et j'appuie sur ce mot-là, d'accueil inconditionnel et de respect de l'autre et de sa différence, que nous nous devons d'accueillir toutes les personnes en difficulté présentes sur le territoire, leur âge, leurs difficultés sociales, leurs problématiques de santé, leur nationalité ou, et on peut reprendre le mot, leur situation administrative. On en parlera, je pense, dans le courant de la soirée. Ça, c'est pour Daniel Delaveau. Merci d'être présent, Daniel.
C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver et puis c'est un plaisir de, je dirais, d'aborder ensemble cette problématique. Bernard Devers, vous êtes le président fondateur d'Habitat Humanisme. Donc Habitat Humanisme, objectif, proposer des logements aux personnes en difficulté pour favoriser ce que vous appelez une ville ouverte à tous, en apportant des solutions innovantes à la précarité. Ça fait sous votre houlette. Aujourd'hui, c'est quand même sur la France 8700 logements, 40 EHPAD, et tout ça réparti sur 80 départements. Donc vous avez une vision, vous avez un travail qui est un travail, je dirais, important et reconnu par les autorités sur l'ensemble du territoire national. Vous avez fait cela en produisant du logement très social et en mobilisant des logements auprès de propriétaires privés et publics, ce que vous appelez les propriétaires solidaires. En ce qui concerne les migrations, qui ne sont qu'un des éléments d'Habitat Humanisme, et à la limite, je dirais, Habitat Humanisme aurait pu continuer sa voie sans se préoccuper de la question des migrations. Depuis 2015 et à la demande des pouvoirs publics, Habitat Humanisme s'est engagé avec vous dans l'accueil des réfugiés et des migrants, à la fois dans des centres d'accueil, mais aussi en logeant des personnes ayant obtenu le droit d'asile, notamment dans l'accueil de familles yézidis. Ça, c'est une chose pour laquelle vous avez été particulièrement connu. Et si on prend 2019, donc il y a un peu plus d'un an, vous avez environ 1400 nouvelles personnes, réfugiés ou demandeurs d'asile, ont été accueillis par les structures d'Habitat Humanisme. Donc à nouveau, vous êtes un des facteurs, un des éléments acteurs de l'accueil et des réfugiés ou des demandeurs d'asile sur notre territoire français. Voilà pour Daniel Delaveau et Bernard Devers que justement nous ferons intervenir tout à l'heure pour leur capacité, leur action sur le terrain, dans les territoires. À l'opposé, si je puis dire, à l'opposé, ou ça c'est simplement des questions d'ordre géographique ou de hauteur, à l'opposé, l'Union européenne ou l'Europe. Et là, donc, on va se tourner vers Yves Pascaud. Yves Pascaud, donc, est universitaire, docteur en droit public, directeur des programmes Europe à l'association Res Publica, associé à l'Institut Jacques Delors. Eh bien, c'est le spécialiste des politiques européennes et nationales d'asile, d'immigration et d'intégration. Autrement dit, comme diraient nos amis britanniques qui nous ont quittés, vous êtes ce soir the right man at the right place. Merci à vous. On vous lit assez souvent, on vous entend sur France Culture, et ça, je vous l'ai dit quand on a préparé cette soirée, je vous l'ai dit, je propose à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, d'aller faire un tour sur le site qui s'appelle Migration en question, qui est un site internet que vous avez créé et qui propose de manière simple, facile, pédagogique, de répondre à des questions. Je vais prendre quelques titres, hein, c'est pas au hasard, mais disons quelques-unes. Qu'est-ce que l'intégration des immigrés? Qu'est-ce que c'est que ce fameux appel d'air? Est-ce qu'on peut instaurer des quotas d'immigration? Est-ce qu'on assiste à une invasion africaine? Quel est l'impact de l'arrivée des migrants et demandeurs d'asile sur le marché du travail? Voilà tous les, je dirais, questions qui sont traitées, et il y en a une cinquantaine comme ça. Moi, je trouve que c'est superbe parce que c'est une manière extrêmement simple, enfin, de donner des réponses extrêmement simples à des problèmes qui sont parfois un peu compliqués, qui sont des questions de société. Si vous voulez en savoir plus aussi, regardez le document qui s'appelle L'émigration en chiffres, Monde, Europe et France. Et là, eh bien, vous aurez à nouveau des réponses qui sont des réponses chiffrées à qu'est-ce que sont les migrations. Pour commencer donc notre entretien et notre discussion, Pascaud, et je vais reprendre quelques éléments que vous donnez en ce qui concerne les chiffres de la migration. La population mondiale vit dans un autre état que celui de sa naissance, et ceci
il faut bien l'entendre, n'a pratiquement pas changé depuis 1990. Dans l'Union européenne, 4-5% de gens sont des résidents étrangers. Donc ça, ce sont des faits. Donc après, on considère que 5% c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est autre chose, ça va partir de la discussion. Le nombre total de franchissements irréguliers de la frontière extérieure, dont on reparle beaucoup, a atteint son niveau le plus bas en 2019 depuis 2013. 600 000 demandes, il y a l'année dernière, en 2019, pardon, il y a eu 600 000 demandes d'asile. Sur ces 600 000 demandes d'asile en Union européenne, 300 000 ont bénéficié de protection, dont en première position les Syriens à hauteur de 25%, puis les Afghans à hauteur de 14%, et les Vénézuéliens, dont on n'entend jamais parler chez nous, à hauteur de 13%. Ça fait déjà un total de 54%, c'est-à-dire qu'avec ces trois populations, on a déjà plus de la moitié des personnes qui arrivent sur notre territoire. Je rappelle également que pour non pas résoudre ce problème, mais l'accompagner, l'Union européenne a créé des outils de régulation ou d'organisation. On parle de Frontex, on parle de Dublin, vous saurez l'expliquer. Et puis aussi, on l'a vu, l'Union européenne a supprimé les frontières internes avec l'espace Schengen. Vous rappellerez donc qu'est-ce que c'est aujourd'hui que l'Union européenne en matière de migration, son utilité, et aussi parce que je pense que c'est quelque chose d'important, quel est son pouvoir, quel est le pouvoir qui lui a été alloué par les États membres sur le sujet. Et comme l'a dit Jeanne-Françoise tout à l'heure, on sait les réticences, les résistances des pays ou d'une partie des populations des États. Qu'est-ce qu'on doit en penser, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, pour démarrer, je dirais notre entretien, je vais reprendre une de vos citations. Vous avez 2015, il faudra expliquer tout à l'heure ce qu'est la crise de 2015. La question migratoire a polarisé les relations entre États européens au point de rendre toute avancée commune extrêmement difficile, si ce n'est pas impossible. Avant de vous poser la question, je fais juste un petit stop et je demande à tous ceux qui ont laissé leur caméra allumée de les éteindre de façon à faire en sorte que vous ne voyez que les intervenants et que ça n'occupe pas trop les canaux. Nous sommes assez nombreux ce soir, il ne faudrait pas qu'on ait des problèmes de transmission. Alors Yves Pasco, depuis la crise de 2015, depuis le fait que l'on dit l'avancée commune devient extrêmement difficile, si ce n'est impossible, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que l'Union européenne est devenue le lieu du chacun pour soi, pour ce qui concerne le droit d'asile? Est-ce qu'elle a oublié la notion de solidarité? Ou d'où venons-nous? Où allons-nous? On vous laisse la parole et on vous écoute avec grand intérêt. Et après, on se retournera vers nos amis Daniel Delaveau et Bernard Devers pour les questions, on va dire, de terrain. On vous écoute. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire, hein. Je ne suis pas le spécialiste, il y en a de nombreux autres. Il se trouve que ça fait quelques années, voire 2 décennies que je travaille sur cette question, ce qui fait de moi quelqu'un qui sait à peu près de quoi il parle, pas forcément toujours. Mais... En tous les cas, c'est avec grand plaisir et un honneur toujours renouvelé que je participe à ces débats organisés par la Maison de l'Europe de Rennes. Et ce soir, comme en bien d'autres occasions, c'est avec beaucoup d'humilité que j'interviens, compte tenu du profil et des personnalités qui m'accompagnent sur ce panel. Et vraiment, je tiens à souligner le travail remarquable qui est réalisé par mes 2 copanélistes et qui sont d'une très très grande qualité et vis-à-vis desquels j'ai beaucoup d'admiration. Vous m'avez invité pour parler d'un sujet, migration internationale et enjeux européens. Vous avez dressé le portrait des migrations internationales, je n'y reviendrai pas. Évidemment, sur le site migration en question que j'ai créé grâce et avec l'association Res Publica, que je tiens ici aussi à saluer pour son investissement dans ce projet, nous avons mis sur le site un certain nombre de chiffres et vous mentionnez en effet que grosso modo, 3,5% de la population mondiale est en situation de migration, ce qui est
relativement peu. Lorsqu'on prend les personnes qui sont rentrées dans leur pays d'origine et celles même qui se sont déplacées en statut d'irrégularité, grosso modo, on a 5% de la population mondiale qui est en situation de migration, ce qui veut dire qu'à l'inverse, on a 95% de la population mondiale qui n'a jamais été en situation de migration, ce qui explique ce qui dit beaucoup de choses sur ce phénomène. Cela étant dit, c'est effectivement un enjeu européen et plus qu'un enjeu, c'est un défi. Et je répondrai par la conclusion et je répondrai à la question qui m'a été soulevée à l'instant. Est-ce que l'Union européenne est en capacité, en mesure aujourd'hui de répondre à ce défi? Je dirais oui. Dans le cadre institutionnel qui est le sien, non dans le contexte politique que nous connaissons aujourd'hui. Et j'y reviendrai de manière un petit peu plus détaillée dans le petit quart d'heure qui m'est consacré. Oui, parce que au bout du compte, ça fait aujourd'hui à peu près 20 ans que l'Union européenne est appelée à intervenir dans ce domaine parce que les États européens ont collectivement convenu d'attribuer, comme on le dit classiquement, une compétence à l'Union européenne pour établir une politique d'asile et d'immigration et adopter, ce faisant, des actes, des règlements, des directives communs aux États membres. Pendant 15 ans, de 1999-2000 jusqu'à 2015, nous avons assisté à la construction d'une politique européenne progressive, avec un ensemble d'avancées assez importantes dans certains domaines, mais pour le moins déséquilibrée, avec une attention très forte sur la gestion de la frontière extérieure de l'espace européen, sur le retour des personnes en situation irrégulière, des avancées assez importantes mais moindres en matière d'asile, et ensuite le troisième pilier, si on peut le qualifier ainsi, de la politique migratoire de l'Union européenne, qui est la migration légale, hein, les raisons qui permettent aux personnes de venir travailler, étudier, rejoindre les membres de leur famille dans l'Union européenne. Ça, c'est un petit peu le parent pauvre de la politique européenne. Mais quoi qu'il en soit, de 2000 à 2015, on a assisté à une construction progressive, mais déséquilibrée, d'une politique européenne. Somme toute, tout allait bon an, mal an, dans un sens assez bien défini, jusqu'à ce que intervienne la crise de 2015, c'est-à-dire l'arrivée soudaine et rapide sur le territoire européen d'environ 1 million de personnes, principalement. Alors, si vous m'autorisez, pourquoi est-ce qu'on utilise déjà le mot de crise? Parce qu'on est en dehors d'une phase normale. La phase normale, c'est de considérer qu'effectivement, il y a des arrivées sur le territoire européen, il y a un nombre à peu près constant de demandeurs d'asile et il y a un nombre à peu près constant de ce qu'on qualifie d'entrées irrégulières dans l'espace européen. Ces chiffres-là étaient plus ou moins stables et ces chiffres ont explosé d'une certaine manière en 2015, à l'été 2015, où 1 million de personnes ont pris la mer, ont traversé la mer Méditerranée orientale, principalement depuis la Turquie jusqu'à la Grèce, et se sont dirigés principalement vers l'Allemagne et l'Europe du Nord. Les États européens n'étaient pas préparés à cette situation-là, quand bien même tout un ensemble de signaux et tout un ensemble d'alertes avaient été proposés, avaient été signifiés, qu'il s'agisse de l'agence Frontex, qui est l'agence de coordination de gestion des frontières extérieures de l'espace européen, qu'il s'agisse du Haut Commissariat aux réfugiés, Je sais pas, bonsoir, excusez-moi, je ne sais pas du tout expliquer ce sifflement. Seul le micro de Monsieur Pascou était allumé. Donc, vérifiez bien que tous les micros soient éteints. On s'excuse pour l'inconfort. Bien, nous allons reprendre donc le Merci. normal des choses.
Oui, donc je disais que de nombreux organismes de l'Union européenne et des Nations unies avaient signalé aux États européens que la situation en Syrie ne s'améliorait pas, que les arrivées sur le territoire européen étaient de plus en plus récurrentes, voire nombreuses, mais les États européens n'ont pas manifesté une attention particulière à ces alertes, si bien qu'à l'été 2015, 1 million de personnes ont traversé la Méditerranée pour se rendre dans l'Union européenne. Donc on a eu ici un premier élément qui a mis les États européens sous tension et sous pression. Et ce qu'on n'avait pas vu émerger en revanche, si les arrivées auraient été prévues, à tout le moins les alertes étaient lancées, ce qu'on n'avait en revanche pas vu arriver ou pas vraiment cerné, c'était le potentiel de division que la question migratoire allait projeter entre les États membres européens. Je donne un exemple assez parlant parce que on voit bien qu'au niveau européen, la seule question parmi les grandes questions auxquelles l'Union européenne a eu à faire face, qui a créé un phénomène de division durable et profond, c'est la question migratoire. Si on regarde bien au cours des 10 dernières années, la crise financière, les crises terroristes, le Brexit, qui ont été des éléments qui ont secoué et frappé l'Union européenne de plein fouet, n'ont pas donné lieu à une division. Bien au contraire, les États européens se sont regroupés et ont trouvé les solutions pour faire face à la crise financière, pour éviter que la Grèce sorte de l'euro et que l'euro explose, pour faire face, trouver des solutions aux défis terroristes. Ils se sont unis en un seul bloc au moment du Brexit. En revanche, la question migratoire est la seule question qui a manifesté une division profonde et durable entre les États européens. Et cette division profonde et durable, elle a divisé, pour le dire simplement, les États du bloc d'Europe centrale et orientale et les États d'Europe occidentale et du Sud. Et cette division, elle existe encore aujourd'hui. Et si on voulait la simplifier, elle se résume autour du pilier responsabilité, solidarité. Si on veut prendre la question migratoire de manière un peu sous le sceau du bon sens, on peut reconnaître que les flux arrivent bien plus depuis le sud de la Méditerranée, et donc les États membres qui sont situés au sud de l'espace européen sont les États de première ligne et sont les États qui assument la plus grande part de responsabilité dans le contrôle des frontières et dans l'accueil des personnes. Et ces États, depuis des années déjà, demandent la solidarité des autres États européens. L'Italie, depuis des années, demande à ses homologues européens de l'aider davantage dans la gestion du phénomène migratoire. La Grèce, qui s'est retrouvée en première ligne et heurtée de plein fouet en 2015, a demandé aussi l'aide et la solidarité des autres États européens. Sauf que les autres États européens ont peu ou prou aidé l'Italie, mais pas à la hauteur des besoins. Et ce qu'on a aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, on a cette division entre les États à qui on demande d'assumer leur responsabilité de contrôle des frontières extérieures et qui demandent, eux, de la solidarité, et les États qui sont situés en Europe centrale et orientale qui ne veulent pas gérer le phénomène migratoire et qui disent « nous serons solidaires avec vous si vous assumez vos responsabilités ». Et on est là dans une sorte de jeu de dupes qui existe encore au niveau de l'Union européenne avec des États du Sud qui disent « nous assumerons notre responsabilité si vous êtes solidaires avec nous ». Et des États d'Europe centrale et orientale qui disent « nous serons solidaires avec vous si vous assumez votre responsabilité ». Et donc, on est là dans un cercle assez vicieux qui fait qu'il y a une division et il y a des oppositions très fortes entre les États européens. Une fois qu'on a dit ça, il faut rajouter une pierre ou un élément à cet édifice qui est en train de vaciller, qui est que, au bout du compte, dans ce contexte-là, les divisions ont été profondes et les tensions très très fortes. Et dans le cadre des tensions qui se sont manifestées entre les États européens, c'est manifestement le moins-disant qui a gagné. Ce sont les États qui ont été le plus réticents à l'action commune, à l'accueil des demandeurs d'asile, à l'accueil des réfugiés, qui ont d'une certaine manière emporté la décision politique. Parce que si on regarde bien aujourd'hui les derniers grands documents politiques qui ont été produits par le Conseil européen, par les chefs d'État et de gouvernement,
ces grands documents politiques qui sont un premier qui n'est pas un grand document, mais qui est le document, à mon avis, qui crée la bascule politique, qui est un document qui est issu d'une réunion de chefs d'État et de gouvernement en octobre 2016 à Bratislava, qui acte, de mon point de vue, le moment où les États européens ont reconnu que le seul endroit où on pouvait encore discuter en commun, c'était sur les questions de gestion des frontières, de retour des personnes en situation irrégulière. Tous les autres dossiers étaient hors de la table. Et quand on lit les orientations stratégiques, qui sont vraiment les orientations stratégiques posées pour les années 2019, 2019 qui ont été adoptées en juin 2019, on voit que les orientations stratégiques qui ont été adoptées par les 27 chefs d'État et de gouvernement européens prônent exactement cette orientation-là, c'est-à-dire le contrôle de la frontière extérieure de l'espace européen, le retour des personnes en situation irrégulière et le partenariat avec les pays tiers en vue de limiter l'immigration irrégulière. Tous les autres dossiers sont des dossiers minorés ou de seconde zone. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, non seulement on a une division entre les États, mais qu'on a une discussion entre les États européens qui est quasiment monothématique, le contrôle de la frontière et le retour des personnes en situation irrégulière. Et ce contexte-là, oui, je vous en prie. On trouve ça dans les textes qui spécifient quelles sont les compétences de l'Union européenne. C'est toute la grande difficulté, compétences de l'Union européenne et compétences au niveau du Conseil. Quand on voit les compétences en matière de migration légale, on dit simplement je relève de la compétence de l'Union de définir les conditions d'entrée et de séjour. Point. Mais par contre, pour ce qui concerne fixer le nombre de ressortissants de pays tiers sur chacun des territoires, dans le but de rechercher un emploi, c'est de la compétence de l'État. Aucune disposition non plus n'est prévue pour harmoniser les dispositions légales et réglementaires des États membres. C'est-à-dire qu'en fait, on a 27 pays, on a 27 législations différentes, on a 27 manières de voir qu'est-ce que c'est qu'un réfugié ou un demandeur d'asile et comment est-ce qu'on va traiter son dossier. Alors, donc c'est bien. On est dans un peu dans ce que vous dites, c'est-à-dire quelque part, est-ce qu'on a réellement une politique européenne ou est-ce que c'est simplement un espèce de miroir aux alouettes? C'est-à-dire qu'on n'a pas de politique européenne, on a simplement des politiques d'États membres de l'Union européenne. Alors, il faut distinguer les compétences et l'exercice de la compétence. Aujourd'hui, le traité de Lisbonne permet aux États membres d'adopter toutes les mesures qu'ils le souhaitent, puisque le traité de Lisbonne permet aux États européens d'adopter une politique commune en matière d'asile et d'immigration. En droit, et je vais pas être très technique, mais la qualification de politique commune est une qualification qui permet aux États d'adopter des règles à l'Union européenne, d'intervenir dans un domaine jusqu'à épuiser la compétence des États. Donc, juridiquement, on a une compétence qui peut être très, très étendue. En revanche, l'exercice de cette compétence, elle dépend de la volonté des États d'agir en commun ou pas. Et ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, c'est que les États européens sont d'accord pour avancer en commun, c'est-à-dire dans le cadre de l'Union européenne, que dans deux domaines principaux qui sont la gestion des frontières et le retour des personnes en situation irrégulière. Ce sont les deux seuls thèmes en fait aujourd'hui qui requièrent la possibilité d'une action commune. Les autres thèmes sont relégués au second plan et ne font pas l'objet d'une approche qui serait suffisamment importante ou d'une volonté politique qui serait suffisamment marquée pour pouvoir avancer. Et c'est là où on en est en fait aujourd'hui. On est dans un phénomène de blocage que le pacte de la Commission présenté en septembre 2020, qui se voulait être une révolution de la situation, qui se voulait surtout être un ensemble de propositions qui allaient permettre de mettre d'accord à la fois les pays d'Europe centrale et orientale et les pays d'Europe du Sud. La réalité, c'est que c'est un exercice de grand écart, c'est une quadrature du cercle, dont moi, il me semble que d'une part, elle ne répond pas aux besoins qui sont identifiables aujourd'hui, et d'autre part, qui est rentré désormais dans un processus législatif et dont on voit déjà qu'il est déjà soumis à de nombreux blocages. En réalité, aujourd'hui, je crois que relever le défi de l'immigration tel que l'Union européenne devrait le relever, c'est-à-dire avoir une politique globale, pensée sur le long terme, avec un ensemble de mécanismes
qui existent déjà et dont il suffirait d'assurer le fonctionnement, eh bien aujourd'hui, nous n'y sommes pas parce que le contexte entre les États européens, mais aussi le contexte mondial, fait que les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse avoir des avancées qui soient suffisamment notables pour permettre d'atteindre les objectifs. Et donc, si on veut répondre d'une certaine manière à une question que poserait votre titre, les enjeux européens sont là. Parce qu'on a des enjeux de démographie, parce qu'on a des enjeux de gestion des phénomènes migratoires. La logique et la politique du contrôle des frontières ne peut pas tenir lieu de politique. Une politique migratoire, c'est une politique qui prend en considération non seulement les aspects sécuritaires, mais aussi les aspects qui sont liés aux nécessités d'études, de travail, aux nécessités de vivre une vie de famille normale et reconnue, aux nécessités de prendre en considération la protection internationale et donc le statut de réfugié que l'Union européenne s'est engagée à accorder. En réalité, c'est un panel très très large de situations différentes et complexes. Et aujourd'hui, on n'a pas la vision ni sur le panel des matières, ni sur le long terme pour pouvoir véritablement appliquer une politique. Alors, je vois que le temps qui m'est imparti est écoulé. Je finirai juste par deux éléments. Le premier élément, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. On a un système international qui est très largement chamboulé, y compris avant la crise Covid. On a quand même des situations où la géopolitique et la géographie au pourtour immédiat de l'Union européenne est en transformation rapide. On a des situations de contextes internationaux entre le multilatéralisme, le bilatéralisme, les gagnants de la mondialisation, les perdants de la mondialisation, qui sont aussi des éléments qui structurent la pensée politique actuelle. Et on a aussi beaucoup sur le territoire des États membres de l'Union européenne des formations populistes qui s'ancrent dans le paysage politique et qui jouent un rôle très important sur la question en particulier des migrations. Donc en fait, on a un contexte qui est un contexte assez paralysant aujourd'hui, et on a davantage aujourd'hui une action des États européens pris individuellement ou collectivement qui serait une action de retrait, une action de repli sur sa frontière nationale, voire européenne. On est loin des années 2000 où on avait des contextes politiques qui étaient plus favorables. Le deuxième point, j'en terminerai par là, je pense que et j'espère que c'est un élément conjoncturel. On a aujourd'hui des conditions qui sont difficiles et qui ne plaident pas pour une politique ouverte en matière d'immigration. C'est un fait. Et je pense qu'il faut courber les chines. Il y a un point de vigilance à avoir, c'est que l'action des États membres de l'Union européenne et l'action de l'Union européenne est fondée sur le principe du respect des droits fondamentaux. On peut avoir des réductions de droits, et ça, c'est le jeu finalement du débat politique. C'est le jeu des parlements européens ou nationaux que de décider d'octroyer plus ou moins de droits aux individus. En revanche, les États membres et les institutions européennes ne peuvent pas apporter atteinte au socle des droits fondamentaux. Donc, dans la période que nous traversons aujourd'hui, il faut courber les chines d'une certaine manière. Je fais partie de ceux qui considèrent que ce n'est pas en réduisant les droits des demandeurs d'asile, des réfugiés, des migrants qu'on va régler les questions. Je pense au contraire que c'est en traitant dignement les personnes et en sauvegardant les droits fondamentaux qu'on parviendra à gérer de manière durable et acceptable la question migratoire. Et aujourd'hui, il faut s'attacher, il faut être très prudent et très précautionneux à regarder que l'Union européenne et ses États membres ne commencent pas à rogner le socle des droits fondamentaux. Ça, c'est la ligne rouge absolue. Parce que si on arrivait à une situation où les règles européennes ou les règles nationales venaient à réduire le socle des droits fondamentaux, alors nous rentrerions dans une période bien compliquée. Dernier point, là je vous garantis que c'est le dernier, je disais que c'était un élément conjoncturel, courbons les chines, attendons. Et comme je le disais lorsqu'on préparait cette intervention, si on regarde bien dans le passé, le divorce était pour nos grands-parents une chose absolument impossible. Et le divorce a été reconnu par la loi. Le mariage des personnes de même sexe était pour nos parents une chose impossible. Et ça a été reconnu par la loi. Aujourd'hui, avoir une gestion sûre, ordonnée et légale des migrations n'apparaît pas être possible dans le contexte actuel. Mais possiblement que ce sera une chose
ouverte et acceptable et envisageable pour nos enfants, en tous les cas, espérons-le. Bon, Yves Pascaud, merci pour cette entrée en matière, j'allais dire, à la fois très intéressante, très complexe et qui, bien évidemment, ne fasse des choses parce que la question est d'importance. Je vais répéter simplement là, pour les questions d'organisation, ceux qui ont leur caméra ouverte sont gentils de les éteindre, si vous voulez, cela facilite, je dirais, la compréhension et surtout, ça ne bouge pas trop les tuyaux parce que, je dirais, la question est quand même importante. On est aujourd'hui, on est à peu près une 80-90 inscrits ou présents et donc il faut que on n'ait pas de souci ni de communication d'image, ni de communication du son. Donc, s'il vous plaît, fermez vos caméras, ça serait très sympathique de votre part. Alors maintenant, si vous voulez bien, je vais me retourner vers Daniel Delaveau et Bernard Devers. Je ne vois pas Bernard Devers à l'écran, mais je pense qu'il doit être là quand même. Daniel Delaveau, en 2019, à Ouest France, vous déclarez, en ce qui concerne l'immigration, il n'y a pas de remède miracle. Et il faut que chacun se mobilise, l'État, les collectivités et les associations. Et Bernard Devers, s'il nous entend, je dirais, disait en 2016, donc il y a déjà un certain temps, mais après la fameuse crise de 2015, il disait la tentation est d'ériger des frontières. Et ces frontières, ce sont autant de lignes imaginaires. Qui peut penser qu'elles ne céderont pas devant l'immense misère de ces populations? Donc, d'un côté, pas de remède miracle, de l'autre côté, une situation qui ne va pas s'arrêter et qui va continuer du fait qu'il y a un besoin, je dirais, de la part des gens qui viennent chez nous, ce besoin étant tout simplement soit les guerres, soit les famines, soit les difficultés économiques. Alors à tous les deux, et si Bernard Devers m'entend, il faudra qu'il prenne la parole après ou en même temps que Daniel Delaveau. La question c'est, puisqu'il faut agir à tous les niveaux, l'Union européenne en est un, les États en sont un autre, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelon des régions pour répondre à cette problématique ou ces besoins, j'aime pas le mot problématique, mais à ces besoins nouveaux? Sont-ils d'ailleurs vraiment nouveaux? Est-ce qu'ils posent réellement problème? Et comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer la situation en France? Voilà. La parole est à vous, messieurs. Daniel, à ce moment-là, oui. peut-être un peu de suite. Voilà, oui, bonjour. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Et grand merci une nouvelle fois à la Maison de l'Europe d'avoir organisé cette rencontre et cet échange sur ces questions qui sont importantes. Évidemment, j'apprécie et je souscris totalement à ce que Yves Pascaud a dit. Mais on pourrait d'ailleurs, dans sa conclusion, quand il met l'accent sur ce qui me paraît le nœud de la question, c'est-à-dire l'absence de politique globale et pensée sur le long terme en termes migratoires à l'échelle européenne, on peut faire le même constat à l'échelle nationale et à l'échelle française. Même si, disant cela, je ne dis pas que rien n'a été fait en France pour l'accueil des migrants. Mais il est vrai que l'on est dans une situation où il y a, dans ce domaine-là, et depuis longtemps malheureusement, comme dans d'autres, une hystérisation des débats et une instrumentalisation des débats là-dessus, sur ces questions migratoires, alors que, Yves Pascaud le rappelait, la réalité des chiffres est quand même appellerait à voir, comme le dit Pierre Birnbaum, le courage de la nuance et de l'objectivation des choses. En 10 ans, les entrées en France sont passées de 230 000 à 270 000, mais il faut aussi rappeler en même temps qu'il y a 273 000 Français qui partent aussi à l'étranger.
Et que quand on parle des migrants, M. Pasco le rappelait aussi, il faut, à l'intérieur de ces catégories, il y a aussi les étudiants, les personnes qui viennent pour travailler, etc. Enfin, et donc, il faut raisonner en termes de flux. Et on ne fera croire à personne, enfin peut-être si, on fait croire malheureusement à un certain nombre de nos concitoyens que la France, un pays de 67 millions d'habitants, n'aurait pas la capacité d'accueillir 100 à 200 000 migrants. C'est tout à fait, déraisonnable. Il y a eu la crise de 2015, c'est vrai, qui a été provoquée par des événements au Moyen-Orient et en Syrie singulièrement, qui a évidemment provoqué un pic que l'on a connu. Simplement, à l'échelle nationale, il faut là aussi avoir une politique migratoire pensée dans le long terme et qui soit pensée globalement. C'était le sens d'ailleurs, et c'est toujours le sens, d'un rapport qui a été élaboré par un certain nombre d'acteurs et de praticiens du droit des étrangers, et notamment Pascal Brice, qui se trouve être depuis le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, et qui, après avoir été directeur général de l'OFPRA, et qui s'intitule effectivement pour des politiques migratoires conformes à toutes les exigences de la République. Et je rejoins là aussi, on pourrait, sur la France, mais c'est ce que M. Pasco disait sur l'Europe, conforme aussi à toutes les exigences des valeurs européennes et du droit et des droits. Bon. Alors, je crois qu'il faut vraiment regarder les choses avec sérénité. Et si l'on prend depuis après la crise de 2015, on est revenu à des seuils, à des niveaux de migration qui étaient identiques ou quasi identiques à ceux des années précédentes. Et évidemment, depuis 2019 et 2020, on a même une baisse, hein, puisque en 2020, l'accueil des migrants dans les pays de l'OCDE a diminué de 46%. Et qu'un grand nombre de personnes sont aussi rentrées chez eux. Donc, je crois qu'il y a eu un arrêt temporaire des migrations et de nombreuses études le montrent. Mais ce que je voulais aussi souligner, c'est que sur le fond, l'immigration, alors cela a été dit bien avant moi par d'éminentes personnalités et dans des rapports même, hein, l'immigration est une chance, est un enrichissement, et même si on raisonnait de manière, j'allais dire presque cynique, c'est notre intérêt. Les études démographiques, Yves Pasco l'a évoqué, il n'a pas cité de chiffres, et je ne veux pas non plus vous abreuver de chiffres, mais un récent rapport, notamment publié par Julien Damon, montre que sur l'Union européenne à 27, le solde naturel des naissances par rapport aux décès, il était de 0 en 1990, il est d'aujourd'hui négatif après 90, et il sera de moins 2 millions en 2050, d'après les prévisions démographiques. Et en France, ce solde naturel qui reste encore positif, la France a de ce point de vue-là une dynamique plus positive que la plupart des pays européens, bien évidemment, mais il deviendra nul et diminuera à partir de 2035-2040, et c'est près de 100 000 personnes, moins 100 000 personnes chaque année. Donc là aussi, si on se regardait de ce point de vue-là, l'immigration est une chance et sera plus que jamais une nécessité. Alors après, se pose la question des politiques nationales, et se pose la question de la répartition de ces personnes migrantes.
il y a un schéma national d'accueil des réfugiés, des demandeurs d'asile et des réfugiés, qui se décline aussi à l'échelle régionale en schéma régional, avec la volonté d'assurer à l'échelle française, mais la question est valable à l'échelle européenne, ça fait l'objet des grands débats, une meilleure répartition de l'accueil dans les différentes régions, puisque vous savez qu'elles se concentrent, l'accueil des migrants se concentre à plus de 50% sur le territoire de l'Île-de-France. Et vous savez que par ailleurs, contrairement au principe que Michel a rappelé tout à l'heure de l'accueil inconditionnel, y compris les demandeurs d'asile, 50% d'entre eux n'ont pas accès à l'hébergement et au logement. Donc, il faut agir. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des places qui ont été créées, de centres d'accueil de demandeurs d'asile. L'association dont je fais partie à Rennes, l'association Saint-Benoît-Labre, a créé, par exemple, un CADA, voici 2 ans, des grandes associations, Coalia et bien d'autres associations membres de la FAS participent à cet accueil qui concerne à la fois l'hébergement, mais l'accompagnement et l'insertion des personnes migrantes. Mais il faut aller plus loin parce que les conditions aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes, ni en termes de nombre de places d'accueil, ni dans les conditions de l'accueil. Et la crise, y compris du Covid depuis plus d'1 an maintenant, pour ces populations, mais comme pour bien d'autres populations, évidemment, augmenté les précarités et fait reculer les choses. À telle enseigne, d'ailleurs, qu'on arrive à avoir, y compris des situations, j'allais dire, kafkaïennes, pour ne pas dire ubuesques, où des gens qui avaient un titre de séjour de demandeurs d'accueil, de demandeurs d'asile, et qui étaient en phase de renouvellement, se retrouvent dans l'illégalité parce que les délais et les procédures administratives font que leur dossier n'est pas traité et qu'ils repassent et qu'ils retombent dans l'illégalité alors qu'ils étaient titulaires d'un titre de séjour, qu'ils travaillent et qu'ils avaient un logement, etc. Donc on a là un système qui ne fonctionne pas bien et qui n'assure pas la fluidité et l'insertion nécessaires dont font preuve beaucoup de ces demandeurs d'asile et de ces migrants en France. Voilà, alors voilà ce que je peux dire pour l'instant. L'intérêt, et vous l'avez dit, d'où l'intérêt de la présence des associations qui peuvent éventuellement faire le travail qu'on pourrait estimer être du domaine de l'État. Mais la question, c'est est-ce que il faut toujours se retourner vers l'État ou est-ce que ce sont parfois les citoyens qui doivent, je dirais, se retrousser les manches pour essayer de trouver des solutions? C'est pour ça qu'on va passer maintenant, si vous le voulez bien, la parole à Bernard Devers. Merci d'ouvrir le micro, Bernard, parce qu'autrement, on n'entendra pas. On a parlé, Daniel Delaveau a dit tout à l'heure, la problématique qu'on a, c'est que dans l'accueil l'accueil, on a appelé beaucoup accueil, mais la question est de savoir quelle est la qualité de l'accueil que l'on fournit. Mais dans l'accueil que l'on a vis-à-vis des migrants, 50% n'ont pas accès à l'hébergement. 50% n'ont pas accès à l'hébergement. Qu'est-ce que le président fondateur de Habitat et Humanisme peut nous dire sur le sujet à partir du moment où il aura branché son micro? En principe, c'est en haut de l'écran. Vous avez une caméra et un micro, un petit... Est-ce que ça marche ou pas? Allô, allô? Bon. Ah, ça fait partie... Il faut bien que le distanciel n'ait pas tous les avantages sur le présentiel, parce qu'autrement, on ne se rencontrerait plus du tout. Alors,
en attendant que comment dire, Bernard Devers revienne vers nous, moi j'aurais bien retransmis une question qui nous était posée sur le chat, mais nous avons reçu aussi préalablement au moins une bonne vingtaine de questions. On va essayer d'en passer certaines. Frontex. Est-ce que Frontex a vraiment les moyens de la politique qu'on lui a demandé de réaliser? Yves Pascoe. Oui et non. Vous n'êtes pas normand, il me semble que vous êtes du sud de la France. Mon accent m'a trahi. En théorie, Frontex devrait avoir les moyens de son action, puisque le cadre législatif de son action a été posé et les États ont décidé en commun d'allouer à Frontex les moyens nécessaires à son fonctionnement, tant du point de vue financier que du point de vue de l'équipement et que du point de vue aussi du personnel. Aujourd'hui, Frontex n'a pas les moyens parce que les États n'ont pas encore rempli leurs obligations, tout simplement parce que on peut mettre sur le papier que Frontex sera équipé à l'horizon 2024 ou 2027, je ne sais plus, de 10 000 gardes-frontières. Eh bien, il appartient aux États désormais d'équiper Frontex. Et ce qu'on voit, c'est que déjà sur la réserve d'intervention rapide de 1500 personnes, elle n'était pas constituée. Donc, théoriquement et en droit et en moyen, Frontex peut fonctionner, sauf que les États ne remplissent pas toutes leurs obligations. Allô? Oui, vous devriez m'entendre. Nous entendons. Vous entendez? Là, maintenant, c'est M. Dorin dont le micro est coupé. La régie qui coupe les micros pour éviter les... OK. Merci, Yves. Bernard Devers, je reviens sur ce que disait Daniel Delaveau tout à l'heure. Il disait 50% des gens qui arrivent sur notre territoire n'ont pas accès à l'hébergement. Donc ça doit quelque part interpeller celui qui est le président fondateur d'Habitat Humaniste. C'est peut-être ce qui l'a motivé pour avancer sur le sujet des migrants à côté de ce qu'il faisait auparavant toujours pour les personnes qui sont sans abri ou qui sont à la rue. Alors, comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous sentez ça? Comment est-ce que vous voyez ça sur les territoires où vous fonctionnez? Et est-ce que, je dirais, le travail qui est fait par des associations comme la vôtre, est-ce que c'est simplement une goutte d'eau dans l'océan ou est-ce que c'est vraiment capital pour le futur et de la France et des gens qu'on reçoit? Alors, je vais essayer d'être très concret, mais je voudrais d'abord exprimer un mot de gratitude à Mme Jeanne-Françoise Hutin pour son propos chaleureux à l'égard en fait d'Habitat Humaniste. Mais Habitat Humaniste, c'est finalement le continuum de l'association Économie et Humanisme. Et donc cette association, elle est très engagée naturellement sur la question de la solidarité. Et qu'est-ce que la solidarité? Vous savez, il y a cette question en fait de Michel Foucault à Claude Mauriac qui pose justement cette question. Il dit mais en fait qu'est-ce que la politique? Et cette politique, ce soir, on est bien précisément au cœur de cette dimension politique. Et il répond, la politique, mais c'est une spiritualité, et il n'y a de spiritualité que là où il y a de la solidarité. Eh bien, je crois que nous sommes précisément au cœur de l'engagement d'Habitat Humanisme. Et lorsque, il y a 4 ans maintenant, on nous a demandé d'intervenir par rapport, en fait, sur des populations de réfugiés, on a hésité, on a dit effectivement, c'est pas notre mission, il y a tellement de choses en fait à pouvoir réaliser. Et on s'est senti un peu submergé. Puis finalement, on s'est dit, je crois que la solidarité doit nous conduire aujourd'hui à faire l'effort précisément d'être là. D'être là au risque d'ailleurs en fait de connaître bien des incompréhensions d'un certain nombre de personnes qui nous accompagnent, mais finalement, non. Finalement, non, parce que tout notre travail, c'est la question du logement, c'est la population des populations très fragilisées. Et quel est ce travail? Quelle est d'abord cette mission? C'est un travail de réconciliation. Réconcilier, c'est offrir à des personnes en grande difficulté, finalement, de leur faire découvrir qu'elles ont une acceptabilité. Et le réfugié, finalement, c'est celui qui n'en a pas.
Ce travail nous conduit à accueillir, mais c'est aussi une invitation à voir comment nous pouvons travailler sur l'opinion publique. Et pour ce faire, pour faciliter l'hébergement, il faut héberger, il faut ensuite loger, il faut accompagner, il faut intégrer, il faut ouvrir des droits, il faut changer des regards. Enfin, les missions sont extrêmement fortes et naturellement, peut-être que je retiens en fait, Michel, votre expression, est-ce que c'est pas une goutte d'eau dans l'océan? Je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, cette goutte d'eau, elle a une certaine odeur, c'est celle en fait de cette solidarité, c'est celle aussi d'une certaine résistance. Je crois que nous avons à résister à l'égard d'une opinion qui est effectivement pas très favorable, parce qu'en fait, elle n'est pas favorable, parce qu'elle ne comprend pas. Et que finalement, celui qui arrive de l'exil, il apparaît comme étant quelqu'un qui est menaçant, alors que finalement, c'est lui qui est menacé. Il est constamment menacé. Et je trouve que donc il y a d'abord un travail de justice, d'équilibre, à faire en sorte de dire, mais non, arrêtons ces types de propos qui sont tellement injustes et qui viennent bafouer précisément les droits de l'homme. Alors je voudrais revenir effectivement sur la question sur le premier accueil qui a été fait à Bonnel, dans les Yvelines. Et là, au départ, il y a eu un accord qui était défavorable, en tout cas une réserve, on va mettre une réserve de la part du maire. Le préfet est intervenu, le sous-préfet est intervenu, et finalement, il y a eu plusieurs rencontres. Et vous savez, il y a eu, en fait, chacun se souvient de cet enfant sur une plage, cet enfant mort. Et ce maire m'a rappelé quelques jours plus tard en me disant, en fait, mon père était un résistant. Et finalement, il accepterait mal aujourd'hui, en fait, devant ce type de situation, je me mette en situation de distance. Et finalement, il s'est véritablement investi. J'ose dire, il s'est mouillé, quoi. Mouillé au sens où Peggy le dit, quoi. Il faut mouiller, il faut se mouiller, se risquer. Et finalement, c'est toute une commune, quand même une grande partie de la commune, qui s'est totalement investie. Au point qu'un jour, un samedi après-midi, rencontrant en fait, il y avait une centaine de réfugiés, de gens qui étaient simplement en situation d'exil. Et j'ai dit, mais où est-ce qu'ils sont? En fait, le maire s'était arrangé pour qu'un samedi, en fait, toutes ces personnes soient invitées, en fait, à la table de ces administrés. Et le soir, j'avais reçu, en fait, des SMS, des courriers, des mails, des gens me disant, mais c'était formidable cette rencontre, c'était formidable, ça a été évidemment un moment, en fait, où on ne s'est pas simplement croisé, mais une vraie rencontre. Et à partir de là, il y a eu finalement un changement de regard. Alors, je crois que tout ce travail d'Habitat Humaniste, c'est précisément notre travail, c'est en fait de combattre contre l'indifférence. L'indifférence à l'égard de ces habitants qui habitent en fait les quartiers perdus pour la République, et de ces personnes qui en fait aussi sont tellement perdues que ça a été noté, je ne reviendrai pas, sur le fait qu'ils n'ont même pas d'hébergement. Donc là, il y a quelque chose qui est tout à fait inacceptable. C'est nos droits, nos valeurs, hein, comme le soulignait Jeanne-Françoise Hutin, c'est les valeurs de notre civilisation qui sont bafouées. Et cette civilisation, si nous reprenons en fait ce livre d'humanité à la Genèse, il y a et les autres, hein. Bien, précisément, ceux-là même qui se sentent tellement autres et qui se disent, en fait, quelle pourrait être un peu notre place. Et donc, la question de l'hébergement, je pense actuellement est en train de travailler sur un CADA, un centre d'accueil pour des réfugiés. On voit la difficulté qu'il y a, parce qu'il y a quelques années, réhabiliter un CADA, construire un CADA, en fait, dans un immeuble qui était ancien, qui était vétuste, c'était possible avec notamment des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Aujourd'hui, il n'y a plus cette ouverture. Les financements prélocatifs et social, les financements très sociaux ne peuvent pas être appréhendés pour du CADA. Et en fait, ces personnes, c'est précisément sont celles qui sont en situation de très plus grande difficulté.
Moi, je voudrais d'ailleurs pas porter un jugement sévère à l'égard de l'État, parce qu'en fait, on voit les appels d'offres, en fait, on arrive à obtenir, en fait, avec ces appels d'offres, en fait, des autorisations pour construire, pour pouvoir. Je suis encore en Provence il y a quelques jours, en fait, c'est 60 places en CADA. Seulement, voilà, les maires, en fait, aujourd'hui, en fait, sont souvent en difficulté, disent non parce que politiquement, c'est pas possible, etc. Et il me semble que si nous voulons avoir, en fait, aujourd'hui une politique plus forte et qui soit plus engagée à l'égard de ceux qui sont en situation de grande souffrance sociale, c'est de se dire que lorsque finalement l'État décide de pouvoir réaliser en fait un certain nombre de ces cas-là, notamment où c'est des places pour la réinstallation, etc., des immigrés, je crois que ça doit conduire en fait à ce que les permis soient donnés directement par l'État. La proximité en fait des maires avec leurs administrés fait qu'en fait un certain nombre de maires, pas tous naturellement, mais un certain nombre de maires disent non, non, c'est pas possible, ça sera incompris. Et finalement, ça a été la vraie question aussi pour Habitat Humanisme, de dire en fait, de mettre des populations fragilisées dans des quartiers en fait qui ne le sont pas, parfois même des quartiers qui sont des quartiers aisés. On dit mais c'est pas possible, vous rêvez, c'est une utopie. Et en fait, cette utopie, elle se révèle en fait une utopie réaliste. Et qu'il y a des changements, il y a des transformations de ces regards. Et voilà qu'il y a des nouveaux possibles qui surgissent. Là, je crois que c'est une invitation, là aussi, à voir comment, par rapport à la question, en fait, de l'hébergement, parce que c'est vraiment, pour nous, c'est cette question qui est tout à fait essentielle, comment il pourrait y avoir, en fait, une réglementation tout à fait particulière pour ce logement, en fait, pour cet hébergement des personnes réfugiées. Bernard Devers, je rappellerai tout simplement, oui, j'allais justement vous passer la parole. Pour être optimiste, on dit toujours, enfin en disant, l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Donc soyons un peu utopiques. C'est comme ça qu'on fera avancer le monde. Yves Pasco, à vous. Micro. Micro. Je ne sais pas si M. Delaveau n'avait pas demandé la parole avant moi. Ah, pardon, M. Delaveau, excusez-moi. Mais Micro, Daniel. Il n'y a pas de micro. Daniel Delaveau. Allez-y, M. Pasco. Allez-y. Je me permettrai de rebondir sur ce qui vient d'être dit par M. Devers. Et évidemment que la question du changement du regard est tout à fait déterminante. Mais comme on le disait au début de cette intervention, sur cette planète, 95% de la population n'a jamais été en situation de migration. Alors qu'on soit bien clair, hein, aller boire des caipirinhas au Brésil ou boire de la sangria en Espagne ne fait pas de vous un migrant, hein, vous êtes un touriste. La migration, c'est véritablement le fait de franchir une frontière pour une période durable d'au moins une année, c'est-à-dire d'expérimenter la totalité de ce que comprend le parcours migratoire et notamment l'altérité. Donc on a 95% de la population mondiale qui ne connaît pas ou très peu ce phénomène d'altérité, ce qui rend le discours, ce qui rend la situation très difficile et le changement de regard difficile. Néanmoins, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce que M. Devers a pointé du doigt, c'est que ce changement de regard est possible à partir du moment où on s'inscrit dans une logique locale. L'individualisation du phénomène migratoire permet en réalité la compréhension du phénomène et c'est pour ça que contrairement à un discours national qui est généralement très négatif, les réalités locales sont souvent, pas tout le temps, il faut le reconnaître aussi, parce qu'il y a des zones dans ce pays où c'est très compliqué, mais la création d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, d'un CAO, etc., généralement a des effets locaux qui sont beaucoup plus positifs que le discours national qui est lancé. Et je voudrais juste terminer, il faut non seulement changer de regard, mais il faut aussi changer de logiciel. Comment se fait-il qu'on ait une appréhension, un discours national qui soit à ce point
Ben, simplement parce que ceux qui sont chargés de gérer le phénomène migratoire sont les ministres de l'Intérieur. Or, la migration, ce n'est pas une affaire de frontières, ce n'est pas une affaire de sécurité intérieure. La migration, c'est très certainement l'objet politique ou un des objets politiques les plus transversaux qui soient. C'est un phénomène qui commence loin de nos frontières. C'est donc une question de politique étrangère. C'est une question de franchissement de frontières et là, il n'y a pas de souci. C'est une question de ministre de l'Intérieur. Mais une fois que les personnes sont là, ces personnes-là sont là pour rester pendant de longues années. Et ce sont des questions d'intégration, ce sont des questions d'accès au logement, des questions d'accès à la santé, des questions de scolarisation, des questions d'accès à la culture, etc., etc. Et donc, ce sont des questions qui sont très éloignées du portfolio d'un ministre de l'Intérieur. Et pourtant, cette question-là est quasi exclusivement dans tous les États membres de l'Union européenne entre les mains du ministre de la Frontière, du ministre de l'Intérieur. Et là, on a un problème de logiciel. Merci. Oui, Daniel, la parole est à vous, surtout que vous êtes, je dirais, je ne vais pas dire le local de l'étape, mais vous avez bien connu, je dirais, la relation directe avec les citoyens, dont on dit que, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Bernard Devers, parce qu'en fait, un maire ne fait que retraduire un peu ce qu'il entend de sa, je dirais, au niveau de sa population. Eh bien, comment est-ce que l'on peut arriver à faire en sorte que les maires soient un peu, je dirais, plus proactifs, puisqu'on sait que les étrangers nous apparaissent étranges tant qu'on ne les a pas vus. Ça, c'est le premier point. Et le second point, parce que je voulais répondre à Yves Pasco, on dit qu'il n'y a que 5% des gens qui sont en situation de migration, mais vous avez, je crois, 25% des Français qui ont un grand-père ou une grand-mère qui vient de l'étranger. J'en fais partie. Donc mes enfants en font partie. Donc voilà, et quelque part, si on veut bien regarder, on est tous des migrants quelque part par nos ancêtres. Donc c'est ça un peu qu'il faut arriver à comprendre. Daniel Delabo, c'est à vous là maintenant. Oui, merci. Je partage ce que vous venez de dire, Michel, sans problème. Et je voulais rebondir sur les propos de Bernard Devers et de Yves Pasco. Je souscris totalement à ce qu'a dit Yves Pasco et qui est fondamental à la fin de son intervention sur le fait qu'effectivement, il faut changer de logiciel et qu'on ne peut pas simplement appréhender ces questions-là sous l'angle du ministère de l'Intérieur qui gère effectivement. J'insiste pas, mais c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Je voulais effectivement dire aussi que l'accueil dans les communes par les populations, on voit concrètement aussi comment on passe, j'ai trouvé, et j'ai de nombreux exemples qui vont dans ce sens, on passe du refus ou de la méfiance ou de la peur, on passe assez vite à la mobilisation des populations et des communes accueillantes et des associations, mobilisation pour l'accueil de ces populations. Je pourrais citer, on a créé, nous, un CADA à Béton, dans la banlieue, dans l'agglomération, dans la métropole de Rennes, mais je pourrais aussi évoquer, il y a eu le cas à Cancale, il y a eu le cas à côté de Fougères à Beaussais, où effectivement, cet accueil a été extrêmement positif et l'intégration s'est faite dans d'excellentes conditions, à telle enseigne d'ailleurs que une fois que, puisqu'il y avait des centres qui étaient provisoires, une fois qu'ils ont été fermés pour rediriger ailleurs les migrants, eh bien, les populations se sont mobilisées en disant non, non, on veut les garder chez nous et avec nous. Donc, je crois qu'il y a aussi ces phénomènes. Et puis, sur la mobilisation, effectivement, des différents acteurs, c'est vrai que ces politiques-là ne peuvent, on parlait tout à l'heure de l'Europe, on parle de l'échelle nationale, et il faut parler évidemment de l'échelle territoriale, de base de l'échelle locale. Ces politiques supposent effectivement la mobilisation des collectivités territoriales. C'est déjà le cas. Regardez par exemple l'accueil spécifique des mineurs, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Il y a une mobilisation très forte des départements, enfin pas de tous les départements, mais je parle de l'Ille-et-Vilaine, il y a une mobilisation extrêmement forte et positive. J'imagine d'ailleurs que
ça doit être la même chose chez Rives en Loire-Atlantique, comme à Nantes, et comme à Nantes et à Rennes, la métropole et la ville de Rennes se sont mobilisés à telle enseigne qu'ils ont y compris ouvert des centres d'accueil, globalement pas forcément réservés qu'aux migrants, mais accueillant aussi des centres d'hébergement d'urgence, accueillant une grande proportion de migrants et s'investissant de manière forte. Et je crois qu'effectivement, c'est une nécessité. Il faut que les efforts nos associations qui gèrent les CADA ou les CPH ou les établissements d'accueil des migrants sont financés par l'État qui, effectivement, a mis des moyens. Alors, on peut toujours dire qu'ils sont insuffisants, mais il serait injuste de dire qu'il n'y a pas eu des actions, y compris importantes, de la part de l'État de mener. Il faut aller plus loin, c'est évident. Alors, un deuxième point que je voulais souligner concernant les migrants, mais Yves Pascoe pourra répondre sur ce point mieux que moi, c'est l'absurdité du règlement de Dublin. C'est aujourd'hui, on le voit. Alors tout le monde en fait le constat, tout le monde est d'accord, mais les choses ne bougent pas beaucoup. Et ça, c'est le niveau européen qui doit intervenir. Et la troisième remarque que je voulais faire, c'est s'agissant, et ça rejoint là aussi le propos liminaire de M. Pascoe, pas Pasqua, c'est pas la même chose. C'est le fait qu'au niveau européen, alors c'est vrai pour la politique migratoire, mais pas que, nous considérons que l'Europe ne peut pas accepter qu'il y ait des pays qui puissent déroger aux règles et aux valeurs européennes en matière de droits de liberté, de droits, alors ça concerne au-delà, bien sûr, de la question des migrants, mais ça concerne aussi la question des migrants. Et quand je parlais du schéma national en France pour accueillir et répartir l'accueil des migrants, on voit bien, vous l'avez évoqué, qu'un certain nombre de pays d'Europe centrale, singulièrement, ne jouent pas le jeu. Et qu'il faudrait, il me semble, que effectivement, l'Europe rappelle et prenne les mesures. Je n'ose parler de sanctions, mais pourquoi pas, ça me paraîtrait pas inutile pour ceux qui ne respectent pas les règles fondamentales et les valeurs fondamentales qui font le sens de l'Europe. Je vous poserai à tous les trois, si vous m'autorisez, je vous poserai une question un peu globale. Actuellement, tous les migrants, demandeurs d'asile ou autres, soit sans ressources, soit sont aidés par des associations, des personnes privées, etc. Et ne serait pas, même quand on est demandeur d'asile, qu'on n'a pas encore la réponse, de pouvoir avoir le droit de travailler. C'est ce qui se passe en Grande-Bretagne et a priori, en Grande-Bretagne, ça n'a jamais posé de grands problèmes. Alors, je ne sais pas qui souhaite répondre, mais disons, c'est une question que, à mon sens, qu'on a le droit de se poser. Yves Pascoe. C'est une de nos revendications à la face. Et pas qu'à la face. Alors, je souscris à cette revendication-là. Il n'y a pas qu'en Grande-Bretagne, il y a dans d'autres États membres de l'Union européenne que les demandeurs d'asile ont le droit de travailler. Ça résoudrait deux problèmes principaux. Le premier, qui est la possibilité pour ces demandeurs d'asile de subvenir à leurs besoins, parce que ce qu'on appelle l'aide aux demandeurs d'asile est très largement insuffisante pour couvrir les besoins élémentaires. Donc ça leur permettrait effectivement d'avoir des conditions de vie et de dignité supplémentaires. Et deuxièmement, ça éviterait d'avoir une image et une forme d'incompréhension. Effectivement, un demandeur d'asile qui n'a pas le droit de travailler, eh bien, il passe ses journées au mieux à faire des activités que le tissu associatif lui permet d'avoir, que ce soit d'apprentissage du français ou d'autres types d'activités, et au pire, à s'embêter et à attendre.
Et on a des images, on a des discours qui disent, mais regardez, ces personnes-là ne font rien. Elles ne font rien parce qu'elles n'ont pas le droit de faire, tout simplement. Donc, effectivement, si on pouvait accorder le droit de travailler aux demandeurs d'asile, c'est le cas aujourd'hui, au bout de 6 mois, avec une procédure particulière, mais après 6 mois d'instruction de leur demande d'asile, les demandeurs d'asile peuvent accéder au marché de l'emploi. Mais avant ça, effectivement, ils ne peuvent pas y accéder et ça peut poser des difficultés et des phénomènes d'incompréhension. Oui, je ne peux qu'abonder dans le sens d'Yves Pascoe. L'accès au logement et l'accès au travail sont des conditions essentielles. Alors, il ne s'agit pas, on peut considérer qu'il faut pouvoir remplir un certain nombre de conditions, etc. C'est possible, je ne rentre pas dans la discussion, j'allais dire, technique du sujet, mais sur le principe, ça serait d'autant plus profitable que ça permettrait justement de désengorger les systèmes d'accueil d'urgence qui existent et qui sont embolisés. Alors qu'une fois que... Et on voit bien on le voit à travers, par exemple, les centres de premier hébergement, les CPH, une fois que les jeunes, notamment migrants qui ont obtenu leur titre de séjour et qui sont dans une phase d'apprentissage du français, d'apprentissage professionnel, d'insertion professionnelle, sont extrêmement mobilisés et extrêmement volontaires. Et une fois qu'ils ont trouvé du travail, alors je ne veux pas reprendre, il y a eu quelques exemples qui ont été très médiatisés, le boulanger qui s'est pour son apprenti, etc. Bon, alors c'est des exemples tout à fait intéressants parce que symboliquement, ils mettent en évidence ça, mais ces aspects-là, mais c'est quelque chose de fondamental. Et on voit bien que ça suppose qu'effectivement, il faut faire reculer les situations de non-droit. Les situations de non-droit vont, y compris à l'inverse de ce que parfois les déclarations officielles gouvernementales ou de tel ou tel vont. Elles bloquent le système et elles sont contre-productives. Oui, allô? Oui, je voudrais souligner la nécessité oui, cette nécessité de franchir des lignes jaunes. Je pense un jour, en fait, à un préfet qui m'avait demandé de le rencontrer et qui m'a dit, écoutez, le monde associatif, ça vaut la peine dans la mesure où, précisément, il dépasse un peu ces lignes. S'il les franchit jamais, en fait, on ne rend jamais des choses possibles. Et je pense que sur la question en fait, des réfugiés, précisément, il y a une invitation pour le monde associatif à s'inscrire dans des perspectives qui font naître, surgir ces nouveaux possibles. Sur la question du travail, je pense par rapport aux mineurs non accompagnés. Ces mineurs, donc en fait, un certain nombre d'entre eux, par rapport à la scolarité, ça ne fonctionne pas bien. Quand on les met en situation d'apprentissage, voici qu'il y a des ouvertures étonnantes. Et alors, je voudrais rester sur une note très, très positive, mais en fait, finalement, tout l'entretien souligne finalement aussi un enthousiasme et des perspectives intéressantes. On a sur un certain nombre de nos EHPAD, on a mis précisément ces jeunes qui ont connu des fragilités, et quelles fragilités, de pouvoir en fait sortir de son pays, d'avoir perdu des fois leurs propres parents, etc. Et on les a mis dans des EHPAD en fait pour apprendre le métier d'aide-soignant. Et au départ, ça a été assez mal perçu en fait aussi au sein de nos établissements, notamment les aides-soignants qui ont dit « Ah, mais vous allez prendre notre travail. » Naturellement, notre travail, ce n'est pas vraiment un travail, en fait. Personne, il n'a aucune reconnaissance. On leur a dit « Si, parce qu'en fait, vous avez quelque chose à transmettre. Vous avez quelque chose à partager, à apprendre. » Et finalement, ça a été quelque chose de tout à fait intéressant. À la fois, ça a été une valorisation pour nos aides-soignants. Ça a été naturellement une valorisation pour tous ces jeunes et un certain nombre d'entre eux aujourd'hui sont dans des perspectives qui sont en fait d'ouverture par rapport à notre pays. Je crois que là, sur la question du travail notamment, il y a véritablement des demandes. Il faut faire attention de ne pas toujours que proposer des métiers en tension, hein, bien évidemment. Il y a aussi le respect de ces gens qui ont eu des formations intellectuelles, quand même un certain nombre, qui est formations tout à fait intéressantes et très valorisantes.
Je crois que l'approche pour qu'en fait aujourd'hui il y ait une politique à l'égard des réfugiés, c'est d'arrêter de penser qu'ils sont une charge et qu'ils sont d'abord une chance. Je retiens le mot, on en reparlera tout à l'heure. J'aurais bien, parce que le temps passe, hein, on n'est plus qu'à une dizaine de minutes. Il y a quand même un souci dont on parle. On a parlé de Frontex tout à l'heure. On a parlé de la Grèce, qui est en ligne directe avec ces îles qui sont juste à 5 km de la Turquie. Et puis donc, on arrive à la problématique de la Turquie et comment dire, les échanges qui ont pu y avoir, les contrats qui ont pu être passés entre la Turquie et l'Union européenne. Beaucoup sont très interrogatifs sur, à la fois sur la manière dont l'Union européenne a fonctionné et sur, je dirais, le positionnement de la Turquie qui finalement utilise, on peut penser, la question migratoire pour d'autres raisons d'ordre politique interne ou face même à l'Union européenne ou à l'Europe en général. Donc là, peut-être Yves Pasco, c'est peut-être à vous à répondre si vous avez réponse à cette question-là. C'est qu'est-ce que vous en pensez? Frontex, la Grèce, la Turquie, les migrants, les conditions, en plus, quand on voit les conditions d'accès ou d'arrivée des migrants dans les centres grecs, on peut quand même se poser la question sur qu'est-ce que signifie l'accueil quand on arrive à l'intérieur de l'Union européenne. Voilà. À vous. Vous mettez votre micro. Bien, alors je vais essayer d'être synthétique parce que vous avez soulevé beaucoup de questions. L'accueil, quand on arrive en Grèce, dans un hotspot qui est surchargé, dans lequel la perspective d'avoir sa demande d'asile traitée est relayée à plusieurs mois, si ce n'est à une année ou plus, ce sont des lieux dans lesquels l'indignité est une donnée quotidienne et sont des lieux sur lesquels il faudrait que les États européens acceptent à un moment ou à un autre de se dire que c'est impossible et que ce n'est pas acceptable. Mais pour l'heure, les dirigeants européens sont assez satisfaits de ce que la Grèce essaie tant bien que mal, avec plus ou moins de bonne volonté, avec une volonté. Il faut reconnaître que les populations italiennes et les populations grecques sont des populations qui, comme dans le Calaisie d'ailleurs, qui ont manifesté une solidarité et un accueil absolument remarquable. C'est vraiment à noter, mais les autorités ne font pas nécessairement ce qu'il faut faire et donc les demandeurs d'asile et réfugiés sont dans des sortes de sas d'attente, pour ne pas dire de mouroirs, quand ils atterrissent à Moria ou ailleurs. Ça, c'est pour la partie grecque. La partie turque, il faut souligner aussi un point, c'est que la Turquie est le pays qui accueille au monde le plus de réfugiés sur son territoire. La Turquie compte aujourd'hui 4 millions de réfugiés syriens sur son territoire et donc elle est le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde. Cela étant dit, les États européens ont jugé nécessaire de conclure ce que j'appelle moi un pacte faustien avec la Turquie, qui était grosso modo de dire, en échange du contrôle de vos frontières, eh bien, nous vous payons 2 fois 3 milliards d'euros. Et la réalité, c'est que l'argent qui a été adressé par l'Union européenne à la Turquie pour que celle-ci contrôle ses frontières a été manifestement dirigé vers l'accueil des demandeurs d'asile syriens en Turquie. Mais cela étant dit, en concluant cette déclaration commune, les États européens se sont liés à la Turquie en disant on vous donne de l'argent pour que vous contrôliez les départs depuis votre pays. Et aujourd'hui, Erdogan a la capacité d'ouvrir ou pas le robinet. Il l'a fait au mois de février l'année dernière. Il a un moyen de pression sur les Européens qui est effectivement la capacité demain de dire je cesse de contrôler les départs depuis mon pays et vous serez soumis à des arrivées beaucoup plus importantes et donc vous serez soumis à une pression humaine, humanitaire et politique excessive et importante. Et donc, de ce point de vue-là, les Européens sont tenus par Erdogan. Le micro est éteint.
C'est pas moi qui l'éteins, c'est la régie, comme on dit, qui à chaque fois que... Et après, on oublie. Excusez-moi. Donc, ce que je disais, on va finir, il faut finir, si on peut quand même, sur une question plus ou moins optimiste. Est-ce que l'émigration, est-ce que les gens qui arrivent chez nous, c'est pas pour nous finalement une chance? Réponse à tous les trois. Alors, qui veut se lancer? Écoutez, je veux bien commencer, mais c'est une remarque que nous avons tous les trois, Bernard Devers, Fasco et moi-même, souligné d'une façon ou d'une autre. Et je ne veux pas revenir sur les évolutions démographiques, mais c'est une chance et une nécessité. Je vais donc même plus loin que ça. Hein. Il faut aussi d'ailleurs remarquer, parce que dans les a priori ou les préjugés qu'il y a sur les arrivées des migrants, dans la proportion de personnes qualifiées est de plus en plus importante. Hein. Ce ne sont pas, alors c'est y compris à l'échelle mondiale, par rapport à l'Europe, ce ne sont pas les populations les plus pauvres qui émigrent. Parce que, y compris, ça coûte aussi de l'argent, enfin, il faut aussi s'impliquer, etc. Et beaucoup de migrants qui arrivent sont des gens tout à fait qualifiés, on le voit, enfin bon, et je pense que c'est un des aspects, mais surtout l'aspect fondamental, c'est que, et vous le rappeliez, Michel, on est un pays de migration historique depuis, enfin, l'Europe. Les mouvements migratoires ont toujours existé et ces mélanges et ces mixités qui, au fil des décennies et des siècles, ont fait la richesse et la diversité de nos États et de nos pays. Merci Daniel. On va laisser alors Bernard Devers en deux mots. Chance ou problème l'émigration? Alors, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est véritablement une chance. Et pourquoi c'est une chance? Alors, ça vient d'être évoqué, en fait, aussi par rapport à la compétence de ces hommes, en fait, etc. C'est aussi une nécessité, ça a été aussi souligné. Mais c'est aussi, au fond, la raison d'être de notre humanisme. C'est précisément qu'il y a une hospitalité. Moi, j'aime ce mot de Lévinas qui dit que l'hospitalité, c'est une spiritualité foncière, celle à partir de laquelle on ne peut pas laisser les hommes à leur mort, on ne peut pas laisser les hommes, en fait, isolés, seuls. Et je crois qu'il y a véritablement une invitation à mieux habiter pour nous tous cette hospitalité, cette ouverture à l'autre, cette ouverture à la rencontre de l'autre. L'autre, on peut dire, ah, c'est un autre. Mais aussi, on peut avoir aussi un regard émerveillé. Toi qui es autre, tu as sûrement quelque chose finalement à me partager que moi je n'ai pas. Et dans cette perspective alors, on grandit. Je pense qu'il s'agit là d'une véritable spiritualité, cette exigence précisément pour que nos valeurs de civilisation soient sauvegardées. Merci Bernard. On reconnaît bien ici les valeurs d'humanisme qui sont défendues, d'humanisme ou même, je dirais, d'humanité, qui sont défendues par toi depuis bien longtemps. Et donc, il faut que nous continuions ensemble. Yves Pasco, pour terminer. Difficile, c'est une chance pour la France, c'est une chance pour l'Union européenne aussi. Alors. Chance, aubaine, poids, fardeau, chacun y trouvera le qualificatif qu'il souhaite en fonction de l'angle qu'il souhaite avoir. Moi, je pense que, évidemment, je suis plutôt comme mes deux prédécesseurs à considérer que c'est davantage une chance parce que c'est un fait humain, c'est un fait d'humanité, la migration. Et dans des sociétés organisées comme les nôtres, il faut l'organiser. Et aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'arrive pas, ou qu'on ne veut pas, on n'a pas la volonté politique d'organiser ce fait humain, cette circulation des personnes. Et pourtant, on a la voie qui a été tracée notamment il y a
peu de temps par les Nations Unies, qui proposait d'organiser des migrations sûres, légales et ordonnées. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a en Europe des migrations dangereuses, irrégulières et désordonnées. Et c'est ça qu'il faut réussir à remettre sur la table. C'est ce qu'a proposé le pacte de Marrakech qui a été signé il y a 2 ans, d'établir des migrations sûres, légales et ordonnées pour faire en sorte que les hommes, les femmes et les enfants de cette planète puissent réaliser leur humanité, fût-ce dans un parcours migratoire, mais que ce parcours-là soit sûr, légal et ordonné. Votre micro est toujours éteint. On me le rééteint sans que je le voie. Bon, mais c'est pas grave. Excusez-moi. On va donc laisser la parole à Jeanne-Françoise Hutin en guise de conclusion. Et moi, derrière, je vous parlerai de quelques petites opérations que la Maison de l'Europe va organiser dans le courant du mois de mai. Je vous rappelle que le mois de mai, c'est ce qu'on appelle le mois de l'Europe. Jeanne-Françoise, il faut que vous mettiez votre micro en route pour qu'on puisse vous écouter. Oui, chers amis, je ne vais sûrement pas tirer de conclusion parce que ce que vous venez de dire, c'est absolument l'essentiel. Je voudrais vous rappeler une chose, c'est que nous avons créé en Bretagne un groupe des Semaines sociales de France en 99. Je ne sais pas si vous savez quel était le sujet. Les migrants, une chance pour la France. C'était en 99 et c'est Jean Boissonnat qui était venu pour présenter ce sujet. Donc c'est vrai que dans notre culture, c'est quelque chose qui marchait. Là, il y a eu un vent de panique qui s'est déclenché parce que, comme vous dites très bien, Monsieur Pasco, on n'a pas su s'adapter, on n'a pas vu venir et on n'a pas su trouver les moyens pour accueillir avec l'hospitalité qui est indispensable à tout homme pour pouvoir vivre. On n'a pas su le faire et ça, c'est très mal. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que nous allons avoir, la Commission européenne va nous demander, va organiser une conférence sur l'avenir de l'Europe. Il s'agira de consulter nos concitoyens, les groupes, etc., pour leur demander de proposer à la Commission ce qui paraît le plus indispensable pour l'avenir de l'Europe. Il est certain, Michel, que nous allons avoir à travailler beaucoup pour essayer de faire en sorte que cet accueil, cette hospitalité, que nous devenions un peuple d'hospitalité, car, comme le dit très bien Bernard Devers, on ne peut pas être un humaniste, on ne peut pas être un humaniste si la dimension de l'hospitalité n'est pas au cœur de notre vie, puisque c'est vraiment cette dimension qui fait de nous des hommes et qui fait de nous des personnes capables de penser l'avenir. Donc, je pense que nous allons avoir, nous, les maisons d'Europe, mais aussi peut-être toutes les autres structures qui seront appelées à participer à cette conférence sur l'avenir de l'Europe, nous aurons peut-être là un levier, modeste sûrement, un levier pour dire ça, c'est important pour nous. C'est ce que je voulais dire, voilà. Mais ce n'est pas une conclusion parce que merci beaucoup Bernard Devers, merci beaucoup Yves Pasco, merci beaucoup Daniel Delaveau pour tout ce que vous nous avez apporté, c'est très riche et moi j'avoue que je trouve ça merveilleux, mais reste sur une impression très triste de voir autour de moi combien les gens ont peur des migrants. Et ça, autour de moi, des jeunes, des gens de ma ville de Rennes. En ce moment, je ne suis que dans Rennes puisqu'on ne peut pas bouger beaucoup. Et les gens ont peur des migrants. Et ça, c'est quand même quelque chose de très grave. C'est loin de les migrants, une chance pour l'Europe, 1999. Eh bien, écoutez, on va essayer quand même de relever le défi. On va continuer. Je pense qu'à la fois Yves Pasco, Bernard Devers et Daniel Delaveau sont déjà depuis longtemps sur les starting blocks et ont déjà commencé à courir. Donc moi, j'ai simplement, si vous m'autorisez, simplement finir avec notre programme, quelques programmes de mai en distanciel, comme on dit, ce fameux néologisme, on dirait néo-distanciel, qui est né avec le Covid. Donc, la première chose, c'est, vous savez que le mois de mai, donc c'est le mois de l'Europe, donc nous sommes en train de préparer actuellement des entretiens avec 5 personnalités européennes qui vont être toujours en vidéo et qui seront retransmis donc lors de la semaine de l'Europe, c'est-à-dire avant le 9 mai. Et ces personnes-là vont être avec qui nous entretiendrons rapidement, mais sur des sujets importants,
Michel Barnier, Michel Cantu. Alors Michel Barnier, tout le monde connaît, je suppose. Michel Cantu, l'ancien directeur du Fonds monétaire international. Danuta Hübner, qui est députée européenne polonaise et qui est ancienne ministre des Affaires européennes des précédents gouvernements polonais. Bernard Poignant, que tout le monde connaît en Bretagne, donc, et qui a occupé toutes les fonctions depuis conseiller municipal jusqu'à député européen. Et Jérôme Vignon, qui lui est un ancien collaborateur de Jacques Delors à la Commission, mais dont le sujet qu'il traite de manière régulière et qui a fait un peu toute sa vie, c'est la question sociale. Et donc on les interroge, on s'entretiendra avec eux sur des éclairages un peu différents concernant l'Union européenne, les territoires, l'Europe politique, l'Europe sociale. Donc toutes ces vidéos seront mises en ligne sur la chaîne YouTube. On les enverra aussi à tous nos sympathisants. Donc ceux qui nous écoutent, s'ils veulent les recevoir, devenez sympathisants de la Maison de l'Europe, ça sera parfait. Prochaine webconférence, ça sera le mardi 18 mai à 18 h. Webconférence qui est intitulée « Que prévoit le socle européen des droits sociaux ?» C'est une question qui est une question importante. Je dirais, les migrants font partie des questions sociales, mais là, c'est des droits sociaux entre les différents pays. Donc, qu'est-ce que c'est que le socle européen des droits sociaux? Est-ce que nos concitoyens les connaissent bien? Et donc, la personne, notre intervenant phare, ce sera Madame Raquel Lucas, qui est chef de l'unité coordination à la Direction générale emploi, affaires sociales et inclusion de la Commission européenne. Écoutez, un très grand merci, un chaleureux merci à tous les trois, parce que franchement, à la fois, vous avez la connaissance, mais vous avez aussi, savez faire passer le message, et en plus, vous êtes porteur de ce message qui est de dire, eh bien, les étrangers que nous accueillons ne sont pas des personnages étranges, ce sont des gens qui sont de l'humanité comme nous et qui vont nous permettre d'avancer ensemble. En tout cas, merci à vous tous, et puis à la prochaine fois, et en tout état de cause, j'espère bien que nous-mêmes, nous pourrons nous retrouver ensemble à un moment ou un autre. Portez-vous bien, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup.